Dr Karine Kounsevi-Kilola est chercheuse internationale, évoluant dans une structure fédérale américaine aux États-Unis d'Amérique, porteuse du grade de PhD en sciences biomédicales. Qui viennent des organismes internationaux, il y a beaucoup de financements qui viennent des organisations des églises catholiques, Bill et Melinda Gates, NIH, L'Oréal pour les femmes. Vous donne rendez-vous pour échanger sur les défis majeurs freinant les jeunes chercheurs en milieux isolés, manque de visibilité, difficulté à bâtir une crédibilité, à trouver un mentor et à publier leurs résultats scientifiques. Une découverte scientifique, aussi brillante soit-elle, n'existe réellement que lorsqu'elle est les partagée avec le monde. Au programme, comment assurer la visibilité de ces recherches biomédicales dans un contexte défavorisé comme l'Afrique? Comment bâtir sa crédibilité scientifique en biomédical malgré le manque de moyens et d'infrastructures? Ainsi que comment présenter les résultats scientifiques de manière pertinente? C'est là où vous êtes. Les mêmes professeurs là peuvent jouer le rôle de professeurs. En direct de Washington, D.C., Dr Karine Kounsevi-Kilola est reçue par Symphorien Katende, journaliste de Wanjila Connect, le média panafricain, depuis Dallas, au Texas, aux États-Unis d'Amérique. Plus tard, nous allons la saluer. Karine Kounsevi nous salue. Bonsoir, c'est bien. Rendez-vous ce mercredi 19 juin 2025 à 16h, heure de Washington, 15h, heure de Dallas et 21h, heure de Kinshasa, pour un retour d'expérience dans le domaine de la recherche scientifique. Montrer aux étudiants comment regarder les bactéries au microscope et tout cela. Suivez-nous à Kinshasa sur Géopolis TV, sur notre plateforme YouTube, Wanjila Connect, tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater et rejoignez le débat. Dr Karine Kounsevi-Kilola pour avoir participé à ce programme. Wanjila Connect, connectez l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique pour un nouveau sujet. Nous allons parler de la recherche scientifique, comment on aborde cette question lorsqu'on est chercheur international. Quels sont les débouchés? Quelles sont les capacités? L'Afrique se réveille, l'Afrique se veut aller de l'avant et l'Afrique bouge le monde à travers ses acteurs et actrices qui œuvrent dans plusieurs domaines. Et là, pour ce numéro, nous allons nous focaliser sur le domaine de la recherche internationale. Et pour le faire, nous allons aller plus précisément aux États-Unis d'Amérique, dans l'État de Washington, où nous allons rencontrer une chercheuse d'origine congolaise. Elle est chercheuse internationale. Elle nous fait l'honneur d'être notre participant à ce programme, malgré ses agendas chargés. Sans plus tarder, nous allons la saluer. Karine Kounsevi, nous vous saluons. Bonsoir, Symphorien. Bonsoir, toute l'équipe. Bonsoir et bonjour à toutes les personnes qui vont nous suivre. Karine Kounsevi, merci de nous faire l'honneur. Premièrement, comment vous allez? Non, ça va, je vais très bien, par la grâce de Dieu, malgré la conjoncture. Mais on est là, on avance, Dieu est au contrôle de tout. Karine Kounsevi, ça fait un temps que nous vous suivons depuis l'Afrique du Sud à l'université de Stellenbosch où vous avez excellé. Aujourd'hui, vous êtes PhD, vous œuvrez aux États-Unis d'Amérique. La grande question que la plupart des Africains et surtout les jeunes femmes qui vous suivent, qui veulent suivre vos traces, comment se passe votre parcours aux États-Unis d'Amérique, Karine Kounsevi? Merci beaucoup pour la question. Mon parcours est vraiment très bien. Jusque-là, je suis dans une grande institution de la place. C'est une institution fédérale qui s'occupe de la recherche aux États-Unis. Et nous avons eu la chance d'être sélectionnés dans le programme de APTI, comme on s'était parlé la dernière fois. Donc, je ne peux que être reconnaissante parce que ici, dans cette institution, tout ce que tu demandes comme réactif, tu peux l'avoir. Il y a les équipements de qualité, il y a aussi possibilité de collaborer. On se retrouve avec plusieurs
chercheurs de différents pays. On est exposé à faire des présentations, on est exposé à faire des formations, des formations de leadership, des formations de gestion, de management. Donc, je peux dire que ici, en tout cas, malgré que on a aussi ces mêmes formations-là en Afrique ou bien en Afrique du Sud, là où j'étais, mais ici aussi, tu as la possibilité d'être vraiment exposé. Et dans notre domaine, vous savez que l'exposition, c'est ça qui fait en sorte que vous puissiez trouver des collaborateurs. Donc, le plus vous êtes exposé, plus vous avez la chance de trouver des gens qui veulent collaborer avec vous. Donc, ça se passe plutôt bien. Karine Kounsé, vous parlez de l'exposition. Il faut être exposé. C'est un travail scientifique, à part d'être un travail professionnel. Maintenant, comment sensibiliser ceux qui vous suivent sur l'importance d'exposer ce qu'il fait en Afrique afin qu'il soit vu dans le monde? Quelles sont les petites combinaisons que vous pouvez donner à ces chercheurs et chercheurs en Afrique qui souhaitent que leur travail soit vu? Ils doivent être dans les réseaux sociaux, ils doivent faire des recherches sur Internet. Comment faire exposer son travail, sachant que les médias coûtent cher, il faut l'ordinateur, il faut un bon courant. Quand on est en République démocratique du Congo, quand on est en Afrique du Sud, en Namibie, au Kenya, au Sénégal, mais l'on veut se faire voir. Peut-être on n'a pas eu la chance de passer par la bourse L'Oréal, mais on a cette compétence, on a ce don, ce talent comme Karine Kounsé Kilola, docteur. Comment on procède avec les moyens de bord? Karine Kounsé. Bon, il faut dire que moi, j'étais aussi en Afrique. L'Internet, c'est difficile de trouver peut-être en Afrique, mais tout le monde a l'Internet, si je peux dire ainsi. Même si c'est difficile, mais tout le monde au moins a l'Internet pour entrer sur Facebook, pour entrer sur LinkedIn. Ce sont ces moyens-là que tu peux utiliser pour pouvoir te vendre, t'exposer, montrer au monde ce que tu fais, la recherche que tu fais. S'il y a lieu de chercher des contacts, tu peux le faire sur les réseaux sociaux. Une autre manière d'être exposé, c'est aller dans des conférences. Comme on a les moyens d'entrer sur Facebook, d'entrer sur WhatsApp, tu peux aussi avoir les mêmes mégas que tu utilises. Tu peux entrer sur Google et chercher des conférences qui sont en train de parler du domaine dans lequel tu es. Tu peux avoir des conférences qui traitent des problèmes sur les maladies infectieuses. Si tu travailles sur les maladies infectieuses, tu peux le contacter, envoyer un email, envoyer ton abstract, un résumé de ton projet, ce que tu fais. Et si tu es sélectionné, tu peux faire une demande pour participer. Et moi, je peux te dire, Symphorien, il y a aussi ces organismes-là qui organisent des conférences et ils acceptent de payer les billets pour la participation des étudiants qui sont en Afrique. Et moi, quand j'étais en Afrique du Sud, j'ai participé dans plusieurs conférences comme ça avec la bourse qui vient des organisateurs des conférences. Ils te payent le billet, ils te payent la registration pour participer à la conférence, ils te payent aussi la chambre d'hôtel. Quand tu viens, tu rencontres plusieurs personnes de plusieurs niveaux. Tu rencontres des professeurs, tu rencontres les recteurs des facultés, les deans des facultés, même d'autres étudiants. Tu peux rencontrer aussi les sponsors qui viennent peut-être des compagnies qui produisent des médicaments pour des différentes maladies comme la tuberculose. Tu rencontres des bailleurs de fonds comme les représentants des fondations Bill et Melinda Gates. Tu rencontres beaucoup de monde. C'est cela qu'on appelle exposition. Quand tu es exposé à ce genre de milieu, tu ne peux que aller faire une ou deux connaissances et voilà, c'est reparti. Ils peuvent financer tes projets et vous pouvez même trouver des collaborateurs qui sont intéressés à ce que tu fais et ils n'ont pas de passion, mais ils sont en train de faire, par exemple, la même recherche que toi, mais avec les animaux. Ils utilisent les animaux.
par manque de patients, par manque des échantillons. Et si toi, tu as des échantillons, c'est comme ça que vous faites une collaboration. Pour nous qui sommes dans la recherche scientifique, pour mes frères et sœurs qui sont en Afrique, il faut plus passer du temps sur LinkedIn. Il faut plus passer du temps sur Indeed, trouver des collaborateurs, trouver des conférences, trouver peut-être des programmes sur comment diagnostiquer, par exemple, la tuberculose. Il y a des programmes comme ça, McGill University, c'est au Canada. Il y a beaucoup de programmes comme ça. Et moi, je suis ouverte, si vous me contactez, les gens qui veulent, qui me contactent, de les envoyer des liens comme ça, parce que nous voulons que nos frères et sœurs qui sont en Afrique, qui ont la volonté d'étudier, d'aller plus loin, comme nous autres, nous avons eu la chance. Si tu n'es pas exposé à ces genres de sites comme LinkedIn, c'est difficile qu'une personne puisse savoir que il y a une Karine Kounsevi qui est à l'ISETEM ou bien qui est à l'UNIKID. Donc, c'est ça qui manque vraiment à nos étudiants en Afrique. Parce que après avoir fait ta recherche, tu dois aussi chercher des journaux pour pouvoir publier tes résultats. Ça aussi, c'est une autre manière d'être exposé. Donc, quand une personne va en ligne sur Google Scholar, il est en train de faire une recherche quelconque et ton nom sort et c'est que tu as fait comme recherche, ils peuvent te contacter. Donc, tout cela, ça fait en sorte que tu puisses être exposé. De partout vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre programme depuis les États-Unis d'Amérique où nous sommes en connexion avec Washington. Nous recevons pour vous le docteur Karine Kounsevi Kilola qui est dans un laboratoire international prestigieux aux États-Unis. C'est un laboratoire, c'est une institution fédérale. C'est avec elle que nous sommes en train d'échanger. La grande question, comment avoir la visibilité de ces recherches lorsqu'on est en Afrique, on n'a pas assez de moyens, lorsqu'on est dans une zone défavorisée, mais on a la matière grise, on a la connaissance, on a cet aspect par lequel est passé le docteur Karine Kounsevi, comment faire sa visibilité. Nous allons suivre un élément à la régie sur comment faire sa visibilité lorsqu'on est chercheur scientifique dans une zone reculée, mais on a ce savoir. Suivons cet élément et nous revenons après. Être chercheur scientifique en Afrique, c'est souvent mener une quête de savoir dans l'ombre. L'accès limité au laboratoire, à Internet haut débit ou aux bases de données freine l'élan. Pourtant, certains réussissent à faire rayonner leurs travaux à l'échelle internationale. Première stratégie, l'autodiffusion numérique. Grâce aux plateformes libres comme ResearchGate, academia.edu ou Google Scholar, il est possible de publier ses recherches, de suivre les tendances et de rejoindre des réseaux d'experts. Le réseautage international. Participer à des conférences virtuelles, rejoindre des groupes de recherche ou forums WhatsApp spécialisés permet d'échanger, de se faire connaître, sans quitter son pays. Un profil LinkedIn bien tenu renforce aussi sa visibilité professionnelle. Enfin, valoriser les réalités locales. L'Afrique regorge de problématiques uniques, santé, climat, biodiversité. Transformer ces défis en sujets de recherche pertinents est une force. Invisible dans les grandes bases de données? Peut-être, mais pas inaudible. Avec les bons outils, la rigueur et la persévérance, même un laboratoire sans toit peut éclairer le monde. La science a besoin de toutes les voix, même celles qu'on n'entend pas encore. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Washington et l'État du Texas, où nous recevons pour vous Karine Kounsevi, qui est chercheuse internationale dans une institution fédérale américaine de recherche Washington. Docteur Karine Kounsevi, nous venons de suivre cet élément proposé par la régie
sur comment se rendre visible. Nous avons parlé des réseaux sociaux, nous avons parlé de LinkedIn, mais est-ce que vous-même, vous pouvez partager votre expérience sur comment vous vous présentez, comment vous vous vendez sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn? Merci Symphorien pour la question. Tout à l'heure, là, j'ai parlé de comment avoir la visibilité sur les réseaux sociaux. Parmi les plateformes qui peuvent aussi vous donner de visibilité, c'est LinkedIn. L'une des plateformes est LinkedIn parce que moi, je me dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de professionnels, des managers, des CEO et des directeurs et directrices, des ministres qui utilisent LinkedIn pour pouvoir peut-être employer des gens, regarder les profils des gens qui peuvent engager, les profils dans lesquels ils cherchent pour engager des gens. Moi, en tout cas, avant, j'avais juste, je crois, un profil simple sur LinkedIn. Je suis allée comme toute personne qui ouvre un compte sur Facebook, sur Twitter. Moi aussi, je suis allée. J'ai ouvert mon compte. J'ai mis mes détails, mon nom et mon email. Et j'ai mis une photo parce que je pense que la photo aussi peut jouer un rôle parce que ils veulent voir si la personne là est une candidate ou bien un candidat adéquat pour le boulot. Donc, la photo peut aussi jouer un rôle pour qu'ils puissent décider au fait sur quel type de personnes ils veulent dans ce job-là. Donc, pour moi, j'avais mis la photo. Après, j'ai mis les informations sur le graduat, où j'ai eu mon diplôme de graduat, sur ma licence, quelle université j'ai étudié pour avoir ma licence. J'ai mis aussi mon master. J'ai mis mes expériences professionnelles, là où j'ai travaillé. J'ai mis aussi les différents postes que j'ai assurés. Si, par exemple, j'ai été dans une organisation ou bien j'ai fait du volontariat ou bien je suis allée donner, par exemple, la nourriture aux pauvres, ça veut dire des offres de bonne action, des histoires comme ça. On avait eu l'habitude, pendant l'anniversaire de Mandela, d'aller donner la nourriture aux pauvres. Nous appelons ça 67 minutes pour Mandela, je crois, quelque chose comme ça. Et les gens font différentes actions. Donc, moi aussi, j'ai aussi mis sur LinkedIn pour que les gens voient en dehors de tes études, tu fais aussi de Caritas, tu fais aussi des volontariats. C'est pas seulement les études. Et puis, tu peux aussi mettre, par exemple, tes hobbies, c'est ce que tu aimes bien faire en dehors de tes études. Par exemple, moi, j'aime bien chanter, j'aime bien la musique, j'aime bien jouer au basket, j'aime bien faire la photographie. Donc, tout ça là, tu peux trouver ça dans mon profil sur LinkedIn. Karine Kounsevi, merci pour tout ce conseil que tu es en train de donner aux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. La grande question, si on se pose souvent lorsqu'on est dans des milieux défavorisés, quand on dit défavorisés, c'est pas péjoratif, mais défavorisés sur le plan technologique, sur le plan des infrastructures internationales de recherche dans lesquelles, par exemple, vous êtes dans cette institution fédérale américaine à Washington. Comment on devient crédible? Karine Kounsevi, Kilola, Dr. PDH veut rendre crédible ce qu'elle fait en tant que chercheur. Comment un Africain qui est par exemple au Congo, qui a les items à l'université de Kinshasa ou bien qui est à Dakar en île Maurice, veut qu'il soit crédible par rapport à son travail de chercheur? Comment il le fait? Comment vous avez pu être crédible déjà depuis l'Afrique? La crédibilité à différents niveaux. Je peux dire en tant qu'étudiant, ce que tu peux faire, avoir des bourses. Si tu arrives à faire une demande de bourse et que tu as obtenu une bourse, ça te donne déjà une certaine crédibilité. Et surtout si la bourse est une bourse internationale, c'est une bourse qui vient d'une organisation internationale, ça te donne en tant qu'étudiant ou étudiante une certaine crédibilité. Maintenant, la personne qui peut jouer aussi un grand rôle dans cette application de demande de financement, c'est aussi votre mentor. Donc là aussi, le mentor peut vous faire une lettre. Et la lettre du mentor, c'est ça qui fait que quand vous faites une application et on regarde, par exemple, ton mentor
Déjà dans le monde de recherche, ceci c'est par exemple, c'est professeur Muyembe. Vous écrivez une lettre de recommandation. Vous êtes en train de demander une aide, une bourse à la Fondation Bill et Melinda Gates. Et vous êtes étudiant du professeur Muyembe. Et le professeur Muyembe vous fait une lettre de recommandation parce que c'est aussi un des documents qu'on demande pour votre application. Tu dois avoir un support de ton mentor. Et quand le mentor vous soutient comme ça, déjà que ton mentor a un nom, comme par exemple le professeur Muyembe, déjà qu'il a eu des financements, avant vous, il a eu à faire de grandes choses, on ne peut que vous donner. Et quand on vous donne ce financement, vous avez déjà de la crédibilité. Après ce financement-là, si ce financement c'était pour vos études de master ou bien de PhD, vous devez aussi finir ces études-là. Vous devrez avoir obtenu votre degree. C'est quand vous allez obtenir votre degree, vous allez avoir à la crédibilité de cet organisme-là qui vous a accordé la bourse. Donc, moi, je dirais déjà au niveau en tant qu'étudiant, la crédibilité, vous l'avez quand vous obtenez une bourse, surtout la bourse internationale. Et en dehors de ça, quand vous obtenez votre diplôme, parce qu'il y a des gens qui obtiennent la bourse et qui ne terminent pas leur cursus, ils ne terminent pas, par exemple, le master. Si vous recommencez encore cet même cycle, peut-être on va vous refuser. On va peut-être pas vous donner une autre bourse parce qu'ils ont vu que la première fois que vous avez demandé la bourse, vous n'avez même pas suivi votre degree. Donc, ça sera difficile qu'on puisse vous donner encore. Mais si on vous avait soutenu en master et que vous avez fini votre master, vous êtes allé en PhD, et vous faites encore une demande pour qu'on vous soutienne en PhD, ils vont aussi vous soutenir. Si, par exemple, nous obtenons la bourse de la Fondation Maman Denise, et puis, la Fondation Maman Denise est aussi reconnue. Et en PhD, vous obtenez une bourse de la Fondation Bill et Melinda Gates. Vous voyez que quand vous allez finir, vous voulez commencer votre carrière, la bourse ou bien le financement, là où vous allez demander le financement, si c'est à l'OMS, ils vont voir déjà que vous avez déjà obtenu la bourse d'une institution locale qui est, par exemple, la Fondation Demise Nakeru. Et en PhD, vous avez eu la Fondation Bill et Melinda Gates. Quand vous allez finir, l'OMS va vous financer parce qu'ils regardent tout ça. Si vous n'avez eu aucun financement pendant vos études, c'est difficile que ces gens-là puissent vous faire confiance. Ils ne peuvent pas vous donner de l'argent comme ça. Ils ne savent pas qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent. Donc, c'est comme ça que vous obtenez de crédibilité. De partout où vous nous suivez, vous êtes en connexion entre l'État de Washington et l'État du Texas, où nous recevons pour vous le docteur Karim Kounseviki Lola, qui partage son expérience sur la crédibilité lorsqu'on est un chercheur en Afrique ou dans un milieu défavorisé qui n'a pas toutes ces infrastructures internationales qui vous permettent d'évoluer sur le plan international. Nous allons à la régie suivre un élément dédié sur la question comment atteindre la crédibilité dans le domaine de la recherche scientifique lorsqu'on est dans un milieu défavorisé afin d'augmenter ses chances à l'international. Suivons et revenons après. En Afrique, faire de la recherche scientifique est souvent un acte de résilience. Face au manque de moyens, à la rareté des infrastructures et à la faible visibilité, se hisser à l'échelle internationale demande plus que de la compétence. Il faut de la stratégie. La première étape, c'est bâtir sa crédibilité localement. Publier dans des revues connues, même régionales. Participer à des colloques nationaux. Se rendre visible dans sa communauté scientifique.
Ensuite, le réseautage devient clé. Collaborer avec d'autres chercheurs, tisser des liens avec des universités étrangères, répondre aux appels à projets internationaux. Pour obtenir des financements, il faut maîtriser l'art de la proposition. Démontrer l'impact local du projet, tout en l'alignant sur des enjeux mondiaux. Santé, climat, éducation, innovation. Aujourd'hui, de nombreux organismes internationaux ciblent l'Afrique. L'Union européenne, l'AUF, l'UNESCO, le CRDI. Il faut savoir où frapper, et avec les bons mots. Être chercheur africain, c'est refuser l'invisibilité. C'est prouver que l'excellence scientifique n'a pas de frontières, tant qu'on y met la rigueur, la passion et une bonne dose de persévérance. Croyons en la science d'ici. De retour sur ce plateau numérique en connexion entre Washington et l'État du Texas, nous recevons pour vous Karim Kounsevi qui nous partage son expérience, comment être crédible depuis l'Afrique, depuis une zone où on n'a pas assez d'opportunités, où on n'a pas assez d'infrastructures de recherche internationale, mais être crédible et attirer sur soi la possibilité de pouvoir passer un cap, celui de la recherche internationale. Karim Kounsevi, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous vous faites l'honneur depuis Washington d'être avec nous connectés. Karim, la grande question est celle-ci. Tu as cherché à tout prix à te rendre crédible. Tu as quitté la République démocratique du Congo où tu as commencé à l'ISTIEM. Tu as voyagé pour l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud. Mais tout en étant en Afrique du Sud, tu as su attirer l'attention internationale en obtenant la bourse L'Oréal. Comment tu as pu mettre en œuvre cette stratégie pour attirer la bourse L'Oréal? Quelles sont les démarches que tu as faites et qui t'a permis déjà d'attirer sur toi la crédibilité dans le domaine de la recherche internationale? Karim Kounsevi. Merci, Saforian, pour la question. Bon, pour moi, je dirais, combien même, au-delà de tout, c'est d'abord une grâce parce que cette bourse, c'est une bourse, je l'ai eue après avoir tenté plusieurs fois. Quand tu as eu des bourses avant, ça ne peut que attirer la bourse ou bien le financement d'une organisation internationale. Avant la bourse de L'Oréal, j'ai obtenu des bourses au niveau national de l'Afrique du Sud. Donc, j'avais fait des applications. Même le projet dans lequel j'étais pour mon PhD, c'était un projet financé déjà par les Américains. C'est une institution américaine. D'abord, mon projet, c'était un projet financé par une institution américaine. Et puis, deuxièmement, avant d'avoir la bourse de L'Oréal, j'ai obtenu des bourses au niveau national à l'université de Stellenbosch, dans la Fondation nationale de recherche, NRF. J'ai obtenu aussi des bourses pour aller dans des conférences. Et en dehors de ça, il y avait mon mentor aussi, qui est une personne qui a obtenu des bourses internationales ou bien des financements qui venaient des organismes internationaux avant. Et aussi, l'institution dans laquelle je faisais mon PhD, c'est aussi une institution qui est crédible. Donc, tout cela joue. Et quand j'ai eu à écrire ma lettre, je l'ai d'abord écrite, mon application, et puis j'ai envoyé chez mon professeur, 2 ou 3 professeurs qui ont aussi révisé mon application, toutes les lettres que je devais annexer à mon application. Et ces professeurs-là, étant aussi des professeurs femmes, elles ont pu aider parce que eux aussi ont fait partie des jurys d'autres financements avant. Donc, elles ont aussi une idée de quelle est l'information que tu as besoin de mettre dans tes lettres des recommandations et dans ton application. Quels sont les éléments dont tu as besoin? Et pour moi, avant, je le faisais seulement comme ça, mais il y avait aussi des éléments qui manquaient. Comme par exemple, si tu avais fait des volontariats, ils veulent voir ça.
il veut voir que tu as eu à faire des actions comme nous, on faisait des actions où on allait dans les écoles primaires et montrer aux étudiants comment regarder les bactéries au microscope et tout cela. Ce sont des éléments qu'ils veulent aussi voir dans ton application. Si après avoir réuni tous les documents et après avoir révisé toutes mes lettres de recommandation, j'ai envoyé et cette fois-là, c'était une réussite totale. Parce que avant, je le faisais, mais j'avais confiance en moi. Je n'avais pas eu le temps de vraiment montrer cela à d'autres professeurs qui n'étaient pas mon professeur direct. Donc, j'ai eu à montrer cela à d'autres chercheurs, femmes aussi, et qui ont déjà une renommée. Et ce sont ces femmes-là qui m'ont dit, non, Karine, ta lettre doit être comme ça. Tu dois ajouter cet élément. Et c'est comme ça que j'ai obtenu la bourse de L'Oréal. Karine Tounsevi Kilola, la grande spécificité de votre explication le mentor, mais les téléspectateurs qui nous suivent, qui sont chercheurs ou qui veulent être chercheurs dans ce domaine de la recherche scientifique, mais ils se posent la question comment déjà avoir un mentor depuis l'Afrique? Est-ce que en République démocratique du Congo, nous devons tous passer par Docteur Mouliembe parce que c'est un grand nom? Est-ce que nous devons tous passer par quelle personne au Congo-Brazza, Docteur Toumi, parce que c'est une personnalité femme de la recherche scientifique? Comment on doit s'adapter? Je suis à Yakoma, par exemple, à l'Équateur. Je fais comment pour avoir un mentor? Je suis au Katanga, dans le Colosie. Comment je fais pour avoir un mentor? Je suis dans ce coin de l'Afrique où j'ai mes capacités, j'ai mes talents, j'ai ce don, comme tu l'as dit, la grâce de Dieu, de pouvoir œuvrer dans la recherche. Mais pour avoir ma crédibilité, ça passe par un homme, ça passe par un mentor qui peut être professeur femme ou homme. Comment on fait cela, Docteur Karine Tounsevi? Oui, le mentor dont je parle, c'est pas seulement il faut avoir une personne renommée du calibre de professeur Toumi ou bien professeur Mouliembe, mais je parle de votre professeur à l'université où vous êtes. Donc, une personne qui est au Katanga, une personne qui est à l'Équateur. Dans l'université où vous êtes, vous avez des professeurs qui vous enseignent. Ces professeurs-là sont compétents. Déjà, si l'université a engagé ces professeurs-là, je suppose que ces professeurs-là sont compétents et vous pouvez commencer d'abord à être élève de ce professeur-là ou étudiant de ce professeur-là. Ce professeur-là qui vous a enseigné, si maintenant vous arrivez au niveau de rédiger votre travail de fin de cycle, ce professeur-là joue le rôle de votre mentor. C'est lui qui va vous emmener à avoir votre degree. Et c'est le même professeur qui va être votre mentor. Donc, il faut pas aller chercher des mentors ou bien quitter l'Équateur, prenez l'avion pour venir à l'UNIKIN chercher des mentors. Non. C'est là où vous êtes, les mêmes professeurs-là peuvent jouer le rôle de vos mentors. C'est à ces professeurs-là aussi de faire leur devoir de mentor. Ça veut dire de ramener les étudiants à faire leur travail de fin de cycle, à faire leur recherche comme il se doit. Donc, quand je parle de mentor, c'est tout simplement les professeurs des universités, la relation avec l'étudiant, donc la relation du professeur avec étudiant. C'est ça le mentorship. En dehors de ça, vous pouvez aussi avoir un mentor qui n'est pas votre professeur direct, comme professeur Mouliembe. Par exemple, je parle du professeur Mouliembe parce que c'est un nom qui est connu. Il y a d'autres professeurs aussi qui sont à l'université de Kinshasa, à l'université de Lubumbashi, partout, à Kisantu, partout, qui aussi jouent un rôle de leadership, qui jouent un rôle de mentor. Donc, tous ces professeurs-là qui sont à l'université ont le devoir de jouer un rôle de mentor envers leurs étudiants. Donc, c'est ça. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion avec Washington et l'État du Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous le docteur Karine Tounsevi Kilola, qui nous partage
son expérience. Nous allons suivre un élément spécial par rapport à comment le chercheur doit se tenir lorsqu'il apprend auprès d'un maître, parce que vous n'avez pas de chercheur sans passer par un mentor. Nous suivons cet élément et nous revenons. On ne devient pas chercheur scientifique tout seul. Il faut d'abord apprendre à marcher dans les pas de ceux qui ont déjà ouvert la voie. Le laboratoire devient alors une école de rigueur, et le maître, un repère vivant. Dans cet espace, l'apprenant n'est pas un simple assistant. Il est une graine en formation. Il observe, il note, il interroge le réel avec humilité. Il sait que chaque geste du mentor est porteur d'une méthode, chaque conseil, le fruit d'une expérience. Lorsqu'il s'agit de présenter les résultats, l'apprenant apprend à parler avec clarté, à défendre des données, pas des opinions. Il apprend à écouter la critique, à réajuster sans orgueil. Car la science ne s'improvise pas. Elle se construit. Vient ensuite le temps de rêver plus grand, monter son propre projet, chercher des financements. Mais même là, l'apprenant sait, les premiers pas vers la reconnaissance passent nus par la crédibilité. Et cette crédibilité, c'est le mentor qui l'a forgée, par le savoir transmis et le réseau partagé. Être apprenant, c'est accepter de ne pas tout savoir, mais refuser de rester ignorant. C'est apprendre la patience, la discipline et l'éthique. C'est comprendre que la science se transmet avant de se produire. Car avant de devenir chercheur, on devient d'abord élève d'un maître. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion avec Washington DC et le comité de Texas, les États d'Amérique. Nous recevons pour vous le docteur Karine Kounsevi qui nous partage son expérience. Docteur Karine Kounsevi, nous sommes en train d'avancer dans notre programme, la publication des résultats de recherche scientifique. Comment publier ces résultats? Vous avez dû faire la publication des résultats de vos recherches. Comment s'est passée la toute première publication des résultats de vos recherches? Quel était votre sentiment et comment vous avez procédé pour que ceux qui vous suivent puissent se servir aussi de votre expérience? Docteur Karine Kounsevi. La publication des résultats, c'est vraiment une partie importante parce que ça permet à ce que les autres puissent vous découvrir à travers vos recherches. Parce que c'est vrai, quand on fait des interviews, quand on va dans des conférences, on ne fait que montrer aux autres nos résultats en présentant, faisant des posters et autres. Mais quand vous faites maintenant une publication et cet article-là sort et vous savez que cet article-là va être lu par des milliers de chercheurs, c'est un moment de joie, c'est un moment de fierté. C'est un moment où on se dit, enfin, vos efforts ne sont pas en vain. Donc, c'est vraiment un moment où on voit que vous avez obtenu le fruit de vos durs labeurs. Si vous publiez pas vos résultats, ça veut dire que la recherche que vous faites ne peut pas être vérifiée. La recherche que vous faites ne peut pas être mesurée. La recherche que vous faites, c'est nulle part. C'est dans le néant. C'est pas facile, hein, quand on dit publication. C'est pas facile. Moi-même, il y a des fois, j'ai vraiment des difficultés même de publier parce que quand tu fais des expériences et que tu trouves pas de résultats, qu'est-ce que tu vas publier? Les résultats restent résultats. Quels que soient les résultats que vous trouvez, il faut pas forcer le résultat pour faire montrer que vous avez des résultats pour publier. D'abord, pour publier dans des journaux internationaux, vous avez besoin du support de votre institution parce que vous payez. Vous n'allez pas seulement publier gratuitement. Et si vous voulez que votre travail ou bien vos recherches puissent avoir de la valeur, il faut aussi trouver des journaux qui ont
on appelle ça impact factor. Les impacts de vos journaux doivent être aussi élevés. Quand vos publications sont dans des journaux qui ont un grand impact, vos publications aussi ou bien votre recherche aura aussi de la crédibilité. Et pour faire cela, il faudrait avoir des résultats. Et les résultats qui frappent. Et des résultats qui, quand je dis des résultats qui frappent, des résultats vraiment qui sont palpables. Que, OK, nous avons eu affaire à montrer que ce produit termine la tuberculose. Ou bien ce produit élimine le VIH. Des publications comme ça. Même si vous avez des publications qui montrent que ce produit, même si ça n'élimine pas totalement la maladie, mais ça affaiblit la bactérie ou le virus, il faudrait publier. Parce que un autre groupe de recherche peut aussi dire, oh, mais eux, ils ont trouvé que ce médicament affaiblit, par exemple, la bactérie ou bien le virus. Alors, nous allons aller plus loin et voir si nous pouvons ajouter, par exemple, le dosage pour voir si ça peut éliminer complètement la maladie. Donc, pour moi, je pense que publier, c'est très important. Docteur Karine Kounsevi, est-ce qu'en Afrique, les chercheurs qui débutent n'ont pas peur à être contredits, que son travail soit contredit ou bien que son travail ne soit pas considéré? Est-ce que ce n'est pas aussi cette peur qui fait que beaucoup de chercheurs en Afrique ne veulent pas présenter les résultats de leur recherche en se disant, est-ce que le travail que je fais, est-ce que ça sera intéressant? Est-ce que sur le plan international, on ne va pas nous critiquer? Est-ce que le mentor qui m'accompagne en Afrique, est-ce que ça ne sera pas lui aussi qui sera visé? Qu'est-ce que l'on peut lire, docteur Karine Kounsevi? Moi, je pense que quand vous ne publiez pas les résultats, vous manquez au fait le but de vos recherches, quoi. Parce que le but de recherche, ce n'est pas trouver les résultats et garder cela dans votre placard. Le but de la recherche, c'est trouver les résultats et publier ces résultats. Les autres puissent connaître que une certaine Karine avait fait une recherche sur telle maladie et a trouvé ceci. Aujourd'hui, nous avons des savants. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à publier mes résultats. Maintenant, quand vous avez peur d'être contredit, parce que aujourd'hui, si moi, par exemple, telle maladie peut être éliminée par la chloroquine et vous dites que non, je pense que la chloroquine c'est faible, il faudrait ajouter la quinine ou bien double dose, mais vous allez prouver cela. Si vous prouvez cela, mais qui suis-je pour dire que non, ce que vous dites n'est pas correct? Si vous publiez vos résultats qui sont prouvés et il y a d'autres personnes qui trouvent des résultats qui sont contraires à vos résultats, c'est la recherche. C'est de la recherche. D'autres personnes viendront, répéteront les mêmes expériences et trouveront peut-être que vous avez raison et ils vont publier cela. Donc, je trouve que c'est un faux débat. Quand vous faites votre recherche et que vous ne publiez pas, vous gardez vos résultats dans votre lab book, je pense que vous perdrez même le sens de pourquoi est-ce que vous faites votre recherche. Alors, quelle est la responsabilité du mentor dans la publication du résultat d'un chercheur? Oui. Alors, ce que je voulais dire, la responsabilité du mentor, c'est d'accompagner le chercheur ou l'étudiant à faire sa recherche, faire des expériences et publier les résultats. Mais la publication peut venir même après. Mais si c'est un étudiant, le mentor accompagne l'étudiant jusqu'à obtenir son diplôme. Et après avoir obtenu le diplôme, vous allez publier les résultats de vos recherches. C'est ça, au fait, un des rôles, je dis pas seulement exclusif, mais je dis qu'un des rôles et le rôle principal du mentor, c'est d'accompagner son étudiant dans sa recherche et à obtenir son diplôme et après avoir obtenu son diplôme, à publier des résultats. De partout où nous suivez, nous sommes en connexion avec Washington et l'État du Texas où nous recevons pour vous Karine Kounsevi. Nous allons suivre cet élément sur la recherche scientifique en laboratoire et nous revenons après.
Une découverte scientifique, aussi brillante soit-elle, n'existe réellement que lorsqu'elle est partagée avec le monde. Dans un laboratoire biomédical, publier un résultat, c'est l'ultime étape d'un long parcours de rigueur. Tout commence par une question, puis viennent les hypothèses, les protocoles, les expériences. Dans le silence du laboratoire, on observe, on mesure, on recommence. Une fois les résultats obtenus, c'est l'heure de l'analyse. Les données sont relues, croisées, validées. Aucune place pour le doute. La reproductibilité est la clé. Ensuite, le chercheur rédige. Introduction, méthode, résultat, discussion, conclusion. Chaque mot compte. Chaque référence doit être juste. L'écriture scientifique ne tolère ni approximation, ni sensationnalisme. Le manuscrit est ensuite soumis à une revue spécialisée. Vient alors l'épreuve des pairs. Relecture, suggestion, parfois refus, souvent révision. Mais c'est le prix de la reconnaissance. Enfin, après des mois de travail, la publication. L'article devient visible, cité, débattu. Il contribue à la science biomédicale, à la formation, à la médecine de demain. Publier, ce n'est pas clore un travail, c'est ouvrir une conversation. Et dans ce dialogue mondial, chaque chercheur, même jeune, a sa place. À condition de respecter la méthode et de servir la vérité. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Karine Nsevi-Kilo, la docteure PhD, spécialiste en recherche internationale. Elle travaille dans une institution de recherche fédérale américaine où Karine Nsevi, d'origine congolaise, est en train de faire son travail. Karine Nsevi, nous prenons déjà la dernière ligne droite de ces échanges. Il y a un grand débat qui existe autour des chercheurs qui débutent dans la profession. Est-ce que son sujet de recherche doit être choisi pour impressionner ou le sujet de recherche doit cadrer avec son environnement de vie? Un sujet de recherche pour répondre à un problème que l'on rencontre dans sa communauté. Docteur Karine Nsevi. Merci, Symphorien, pour la question. Moi, déjà, quand je suis venue aux États-Unis, le but est d'être formé par les experts pour répondre à la santé, aux problèmes de la santé globale en Afrique. Donc, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de problèmes de santé en Afrique. Il y a beaucoup de outbreaks, des épidémies en Afrique et chacun va trouver peut-être son sujet de travail par rapport aux besoins. Aussi, par rapport au financement. Je veux vous ramener à l'époque de COVID. Avant la COVID-19, il y avait des financements pour la tuberculose. Cette époque-là, je travaillais encore à mon projet de PhD. On travaillait sur la tuberculose avant parce que dans l'université où j'étais, on a un grand département et le département, c'est à 80% des recherches sur la tuberculose. Et à 20%, vous avez des recherches sur la psychiatrie, la génétique, santé mentale et autres, neuroscience et autres. Donc, il y avait beaucoup de financement parce que en Afrique du Sud, il y a la prévalence de la tuberculose est tellement élevée. Et l'université, l'institution où j'étais, ils avaient vraiment beaucoup de financement pour la tuberculose. Et tellement que moi aussi, j'avais une histoire où ma famille, il y avait des gens qui ont souffert de la tuberculose. Ça a marqué au fait ma jeunesse, ça a marqué aussi mon enfance. Je me suis dit, je me lance. Je pouvais aussi bien aller faire la recherche sur la santé mentale, psychiatrie et autres. J'avais aussi un penchant. Et il y a aussi beaucoup de financement de ce côté-là. Donc, je suis allée. Mais quand la COVID-19 est arrivée, tout le monde, tellement qu'il y avait de financement là-bas,
tout le monde a commencé à faire la recherche sur COVID-19. Pourquoi? Parce que d'abord, il y avait un financement et puis il y a aussi des échantillons. Tu vas pas struggle pour avoir les échantillons, c'était facile. Et aussi, HIV, la recherche pour le HIV, il y a beaucoup de financement là. Les gens font des recherches par rapport au financement, par rapport à la disponibilité des échantillons, par rapport aussi aux besoins de cette communauté-là. Alors, après, quand j'ai fini mon projet de recherche, je suis allée me pencher sur la santé mère et enfant. Donc, quand je suis allée là-bas, j'ai vu qu'il y avait pas beaucoup de gens qui faisaient cette recherche-là. Et j'ai opté pour l'instant, évoluer dans ça. Un grand merci au docteur Karine Kounsevi Kilola qui a répondu à notre participation depuis Washington. Le docteur Karine Kounsevi Kilola est vraiment très, très chargé. Nous disons merci au docteur Karine Kounsevi pour avoir répondu à nos questions et merci à monsieur Didi Mayaoula qui nous a suivis aussi depuis Washington. Docteur Karine, un dernier mot pour mettre un terme à notre entretien. Lorsque vous aurez encore du temps, nous viendrons solliciter de nous placer ou de nous insérer dans votre agenda. Oui, un dernier mot, j'aimerais juste encourager tous ces étudiants, étudiantes qui sont en Afrique, qui sont aussi en train d'évoluer dans la recherche scientifique, recherche biomédicale, et qui font aussi la bioinformatique, qui font la recherche sur l'informatique et autres. Donc, moi, j'aimerais encourager les femmes, celles qui font la recherche scientifique, celles qui sont dans les domaines où il y a plus de hommes, qui ne puissent pas baisser les bras, de continuer. Les étudiants qui sont en Afrique, moi, j'aimerais leur dire, c'est commencer à chercher des bourses. Des financements ne peuvent pas seulement venir du gouvernement. Il y a beaucoup de financements en ligne qui viennent des organismes internationaux. Il y a beaucoup de financements qui viennent des organisations des églises catholiques, des organisations comme Bill et Melinda Gates, NIH, L'Oréal pour les femmes. Ils doivent commencer à aller maintenant sur Internet et aller prendre des informations pour pouvoir continuer leur recherche. Merci beaucoup, Dr. Karine Kounsevi Kilola, pour avoir participé à ce programme depuis Washington. Nos salutations à Didi Mayaoula qui nous a suivis depuis Washington. De partout où vous avez suivi, restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous sur toutes nos plateformes et suivez-nous sur toutes les chaînes partenaires à ce programme. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.